Monsieur de Travers, vous êtes directeur de l'hôpital général de Paris. Pourriez-vous nous raconter les origines de l'hôpital général ? Eh bien, tout a commencé il y a 2 siècles et demi avec l'ordonnance royale de François Ier en 1532 qui a décrété que tous les enfants âgés de 7 à 16 ans pouvaient être retirés à leurs parents quand ceux-ci étaient des vagabonds, des délinquants incarcérés, et ce sans jugement et contre leur gré. Le bon roi François voulait faire reculer la criminalité et enlever à la vue la vision choquante de ces enfants mendiants des rues. Cette ordonnance prévoyait aussi la mise en apprentissage de ces enfants. Et ce fut une catastrophe. Personne n'avait alors conscience de la complexité du problème auquel on venait de s'attaquer. Éduquer des mineurs retirés à leur famille. Jusqu'aux 2/3 de ces enfants ont fugué des structures où ils ont été accueillis, ceux mis en apprentissage ont refusé d'apprendre et leurs maîtres d'apprentissage ont refusé de les garder, quand bien même ont proposé de les payer. Devant cette accumulation d'échecs, le Parlement de Paris a fait aménager en 1545 un hôpital désaffecté, l'hôpital de la Trinité, pour y faire enfermer les enfants retirés à leur famille. Puisque les enfants fugués des ateliers des artisans de la ville, l'enseignement professionnel sera organisé dans l'hôpital lui-même. C'est la toute première tentative d'enfermer des enfants non délinquants et contre le désir de leurs parents. Pour décourager les fugues, la Trinité se dote de 2 hommes d'armes chargés exclusivement de récupérer les évadés. Le travail des enfants pensionnaires de la Trinité est censé contribuer à leur entretien. Ce fut une bonne chose pour moi. La concurrence de leur travail a fait baisser les prix des artisans de Paris et surtout l'enfermement de ces enfants a débarrassé les rues de petits mendiants, souvent source de troubles à l'ordre public. À la Trinité, le lien avec les familles n'est pas irrémédiablement coupé. Elles peuvent venir parler à leurs enfants au cours de temps d'échange qui sont appelés temps de parloir. Les enfants accueillis à la Trinité sont habillés de 2 couleurs différentes. Les enfants rouges sont les enfants légitimes, abandonnés par des parents connus, hospitalisés ou décédés à l'hôpital. Les enfants bleus sont ceux nés hors d'un mariage légitime et abandonnés ou de parents délinquants emprisonnés. Ils ont de la chance. En France, en général, la plupart des enfants nés d'unions illégitimes sont alors rejetés par les hôpitaux. Mais à Paris, ceux abandonnés ne sont pas jetés à la rue puisque ces enfants illégitimes, abandonnés à l'Hôtel-Dieu de Paris, sont recueillis par une pouponnière appelée La Couche, qui occupe 2 maisons qui appartiennent au chapitre de Notre-Dame à la porte de l'Hôtel-Dieu. La Couche est rattachée administrativement aux enfants bleus. La distinction entre enfants légitimes et illégitimes a toujours été centrale dans notre institution. À chaque fois que les ressources sont trop restreintes, par exemple en lait maternel, les enfants légitimes sont toujours priorisés sur les illégitimes. Il faut tout de même donner la primauté à ceux qui suivent les préconisations de notre Sainte Église. En l'absence de nourrices, les enfants de la couche meurent de faim, malgré tous les essais d'allaitements artificiels qui eurent lieu à la Trinité. Ils sont exposés à la contagion, souffrent de carences relationnelles. Pratiquement tous les enfants admis à la couche meurent, souvent avant même d'avoir pu rencontrer une seule nourrice. Lorsque l'hôpital trouve des nourrices pour les enfants illégitimes, il s'agit souvent de femmes pauvres éloignées de Paris. Les meilleures nourrices, les plus robustes, celles en meilleure santé, sont presque toujours préemptées par les bourgeois de Paris. Il faut donc déplacer les nourrissons de la couche à destination de ces nourrices éloignées de la ville. Les enfants sont alors placés dans un panier collectif, harnachés sur le dos d'un cheval, et certains ne survivent pas aux interminables journées de transport, exposés aux intempéries et au froid, notamment l'hiver. Début XVIIe siècle, Paris rassemble le tiers des enfants abandonnés du royaume, et ce pour 2 raisons. Les provinciales enceintes hors mariage viennent y cacher leur grossesse et y accoucher anonymement. Les seigneurs, qui ont la haute justice, font porter à Paris, parfois de très loin, les enfants trouvés sur les terres où ils exercent leur justice, pour les faire prendre en charge par les hôpitaux parisiens, plutôt que de devoir eux-mêmes en assurer les coûts.
Tous les acteurs de l'assistance arrivent alors au même constat. Il faut regrouper en une seule administration centralisée les hôpitaux et les hospices, ayant fermé tous les indigents qui ne peuvent se prendre en charge seuls en raison de leur dénuement ou de leur comportement. C'est de cette idée qu'est né l'hôpital général, créé par l'édit royal de Louis XIV en 1656, qui va instaurer également le grand renfermement. Cette structure doit à la fois soigner les malades, donner du travail aux chômeurs, mettre les violents dans l'incapacité de nuire, emprisonner les petits délinquants, protéger les filles de la prostitution, éduquer les orphelins, les enfants abandonnés, rééduquer les enfants de vagabonds et de contrebandiers, accueillir les vieillards et les infirmes sans ressources, et enfin, révocation de l'édit de Nantes oblige, rééduquer les membres de la religion prétendue réformée. Autant vous dire qu'on ne chôme pas à l'hôpital général. Vous êtes pensionnaire de l'hôpital général. Pouvez-vous nous raconter votre quotidien ? C'est vrai, je peux ? Oui, exceptionnellement, tu peux ! Eh bien, je suis rudement content de pouvoir m'exprimer. Être à l'hôpital, c'est d'abord ne pas avoir le droit de parler. Le règlement impose de rester silencieux, et parler avec les autres pensionnaires, c'est très rare. À quel âge les enfants sont-ils accueillis à l'hôpital général ? Il y a beaucoup d'enfants à l'hôpital. Plus d'une naissance sur 3 à Paris conduit à un abandon à notre époque. Quand on est abandonné, on est d'abord mis en nourrice par l'hôpital jusqu'à l'âge de 4 ans. Ensuite, on y est enfermé. À quelles activités consacriez-vous vos journées lorsque vous y étiez enfant ? On allait en classe 5h30 par jour. Il y avait beaucoup d'élèves, jusqu'à plus de 100 par classe. Oui, que voulez-vous, monsieur ? Je vous fais signe depuis tout à l'heure, mais enfin, est-ce que vous me voyez ? Oui, je vous regarde de travers. Il ne s'agit pas d'en faire des intellectuels, hein ? Des pauvres qui pensent par eux-mêmes, ce serait quand même très dangereux. Il faut juste qu'ils soient capables de lire et d'écrire, surtout pour lire les prières et les livres pieux qu'on leur donne pour égayer leurs moments de loisir. Quand on n'est pas en classe, on va aux offices religieux et surtout, on tricote. Le tricot, c'est ce qu'il leur faut, c'est idéal, ça demande un investissement de départ, une mise de fonds très faible, à peine le prix des aiguilles et de la laine, et c'est une activité qu'ils peuvent faire sans faire de bruit. L'essentiel pour nous, les administrateurs, c'est de leur donner l'habitude de tâches fatigantes et répétitives. Avant tout, il faut que ces enfants pauvres apprennent à tenir leur rang, qui est le dernier, ce surtout dans l'humilité, le respect d'autrui et de Dieu, et la reconnaissance pour ceux qui les protègent. Bref, il faut qu'ils apprennent à devenir de bons pauvres. Mais reprenez, mon brave, parfois on est loué pour participer au convoi funèbre aussi. On fait du nombre, on pleure sur commande, ça nous fait une sortie. On ne voit jamais de femmes, elles sont enfermées à l'écart. Impossible de se fréquenter. On est enfermé ici tout le temps. Les sorties sont aussi très rares, impossible de sortir. L'hôpital est gardé comme une prison. Les gardes sont armés, ils ont des menottes et des chaînes pour ceux qui se tiennent mal, et ils peuvent même te mettre au cachot. Les administrateurs de l'hôpital ont les droits de police et de justice dans l'enceinte de l'hôpital et à ses abords. Ils organisent même des patrouilles en ville pour poursuivre et ramener les évadés. Ici, tout se fait en commun et en silence. Pour dormir, c'est des dortoirs collectifs avec des lits communs. La nourriture manque parfois, elle est souvent monotone. On met dans les mêmes salles et les mêmes lits les malades et les bien portants. C'est un hôpital, mais un hôpital sans médecin. À Paris, il n'y a qu'un seul médecin d'ailleurs et pas d'infirmerie à l'hôpital général. Or, nous étions 7800 femmes et enfants enfermés ici en 1769, c'est-à-dire un Parisien sur 100. Les journées sont occupées par le travail, le catéchisme et les prières. C'est vous dire si on s'amuse comme des petits fous ici. Il n'y a pas que de très jeunes enfants à l'hôpital général, n'est-ce pas ? Oui, à l'hôpital, il y a aussi des jeunes plus âgés. En plus des enfants abandonnés, il y a les enfants inaptes au travail, comme les retardés mentaux, les infirmes, les malades et les orphelins sans héritage. Et les enfants dont les parents sont en prison.
les enfants mendiants arrêtés, bref, tous ceux qu'on appelle les correctionnaires. Ce sont de jeunes gens dont le comportement pose problème à la société, fugueurs, évadés de l'hôpital, mendiants et autres vagabonds. Ceux-là, on doit les fatiguer pour qu'ils se tiennent tranquilles. Parmi eux, il y a d'abord ceux de la correction paternelle. Ce sont de jeunes gens en conflit avec leurs parents. À la demande de ces derniers, nous les enfermons ici pour un temps plus ou moins long. Les raisons de ce séjour sont très diverses. Insultes, voies de fait, fugues, fréquentation suspecte, exclusion de pension, vol domestique. Ils sont issus de la classe populaire. Nous autres, gens de qualité, avons d'autres solutions pour dresser nos jeunes, comme les internats de correction par exemple, dans les collèges où nous avons des places réservées. Ensuite, l'hôpital général accueille aussi des jeunes condamnés comme délinquants pour vol, vagabondage, braconnage, mendicité. Il s'agit d'enfants de plus de 6 ans. À partir de cet âge, ils sont soumis aux mêmes règles de droit que les adultes. Toutefois, les lois prévoient qu'on ne puisse pas les expédier aux galères avant leurs 15 ou 16 ans. Les jeunes condamnés aux galères attendent donc à l'hôpital général d'avoir atteint l'âge d'aller purger leur peine au bagne. Le temps passé à l'hôpital général, toutefois, ne compte pas comme temps d'exécution de leur peine. Outre les condamnés aux galères, nous accueillons aussi les enfants de moins de 14 ans qui ont été pris comme faussonniers, contrebandiers de sel et n'ont pas pu payer l'amende pour ces délits. L'hôpital accueille aussi les filles de mauvaise vie, enfermées par mesures sanitaires pour soigner les maladies vénériennes qu'elles ont pu contracter. À Paris, elles sont enfermées à la force, au sein de l'hôpital de la Salpêtrière. Enfin, nous accueillons également des jeunes enfermés par lettre de cachet. Il s'agit d'enfants de bonne famille qui ont mécontenté leurs parents par leur mauvaise conduite ou leur indocilité. Leurs parents ont, dans leur cas, demandé au roi leur placement chez nous, exerçant ainsi leur droit de correction. C'est une grâce royale qui est dans ce cas accordée aux parents, elle leur évite la honte causée par la publicité d'un procès. L'hôpital accueille aussi les bohémiens, ces gens qui vivent en marge de notre société et font peur au bon peuple. Lorsqu'ils sont envoyés chez nous, les jeunes bohémiens mâles sont envoyés aux galères dès qu'ils en ont la force, sans qu'il soit même besoin de vérifier leur âge. Vous voyez, on accueille finalement des profils très variés. Mais ceux qu'on recherche surtout, ce sont nos bons pauvres, dociles, travailleurs, pieux et silencieux. Pendant longtemps, ils ont été mélangés à l'hôpital général avec tous ces petits délinquants que nous ne cherchons absolument pas à retenir chez nous. Ils ne sont qu'une source d'ennui continuel. Ils prétendent ne rien avoir à apprendre des cours qui leur sont gracieusement proposés et ne se montrent même pas reconnaissants pour le mal qu'on se donne à les recevoir ici. Quelle impudence! Heureusement, notre bon roi Louis XV a eu une glorieuse idée pour remédier à cette situation et dégager les rues de tous ces petits délinquants que nous relâchions régulièrement ou qui prenaient la fuite. En 1764, il a créé une structure nouvelle, les dépôts de mendicité. Ils doivent remplacer l'hôpital général pour contenir et mettre au travail les mendiants et vagabonds âgés de 12 ans et plus. Ce sont à la fois des lieux de détention pour les prévenus avant le jugement et d'exécution des plus petites peines. Toutefois, des idées nouvelles apparaissent qui viennent transformer la vision de l'enfant, de son éducation et de sa place au sein de la famille. Ces idées émergent alors qu'apparaît la notion d'intimité familiale, la séparation entre vie privée et vie publique, et que les conseils des médecins provoquent des changements dans l'éducation. Depuis les années 1740, on voit émerger dans certaines familles nobles et bourgeoises un souci nouveau pour l'enfant. On s'y intéresse, au lieu de l'abandonner aux soins de nourrice et de domestiques. Les adultes se soucient de leurs premiers mots, de leurs premiers pas. Chaque nourrisson est vu comme un être à part entière qu'il faut aider à grandir en respectant sa personnalité. On commence aussi à penser qu'il est important pour le pays que les enfants ne meurent plus en si grand nombre. Des directives apparaissent pour éduquer les enfants des privilégiés. En 1762 paraît Émile ou de l'éducation, dont le succès est immédiat. Jean-Jacques Rousseau y propose de nouvelles modalités éducatives.
La règle d'or de toute entreprise éducative est de laisser faire la nature. Il suffit de guider avec délicatesse le petit enfant là où l'entraînent ses goûts et ses dons pour qu'il grandisse dans la vertu et en harmonie avec le monde qui l'entoure. Il faut bannir tous les artifices, comme la mise en nourrice, toutes les entraves, comme l'emmaillotage, et toutes les pédagogies fondées sur la punition, qui n'ont d'autre but qu'un dressage avilissant, écrit-il. Une nouvelle pensée éducative émerge qui considère que les pères doivent être au service de l'épanouissement de leurs enfants et que l'autorité ne doit s'exercer que durant le temps où les enfants sont incapables de se conduire seuls. Une pensée qui aura un impact sur la vision de l'assistance à l'enfance en danger dans l'après 1789. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.